Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir le stockage des NFT et comment sont stockés les NFT, particulièrement sur OpenSea. Alors, c'est extrêmement important de comprendre où sont stockés les NFT pour savoir s'ils peuvent être supprimés si par exemple un serveur est débranché. Cette question, elle a été remise au goût du jour grâce aux ordinals qui sont stockés directement sur la blockchain Bitcoin. Et c'est également la différence entre des artefacts numériques et des NFT. Un artefact numérique est stocké directement sur la blockchain et il est immuable. Alors qu'un NFT, potentiellement, il peut être stocké de manière centralisée sur un serveur d'une entité X ou Y. Maintenant, on va voir un petit peu les collections sur OpenSea, comment elles sont stockées. Est-ce qu'elles sont stockées de manière centralisée ou de manière décentralisée? On va aller sur le site d'OpenSea, qui est une place de marché très connue pour l'achat et la vente de NFT. Ensuite, on va aller sur les collections qui sont les plus tendances sur les 7 derniers jours. Donc, on va laisser chercher un petit peu. Alors, en fonction du moment où sortira la vidéo, vous verrez que ça va peut-être changer. Mais globalement, ce qui va nous intéresser, c'est d'abord de voir comment justement sont stockés ces NFT. On va prendre par exemple la collection Azuki. Donc ici, on ne va pas s'embêter, on va prendre le premier. C'est une collection qui est assez en vogue en ce moment et qui est assez jolie. Alors, je ne sais pas pourquoi, le site d'OpenSea, de temps en temps, il se met à bugger. Donc, n'hésitez pas à rafraîchir la page, ça peut arriver. Ici, on va regarder différentes informations qui peuvent nous être utiles. Là, c'est le numéro de l'Azuki. Et dans la section détails, on va récupérer tout un tas d'informations. Ici, le token ID, 1668. C'est important, gardez-le bien de côté. Et ici, on a juste une adresse de contrat. On n'a pas d'informations sur les metadata. Donc, on va cliquer sur adresse de contrat. Et donc, on va se retrouver directement sur Etherscan. Parce que ce NFT-là, particulièrement, il est stocké sur la blockchain Ethereum. Mais on pourrait faire de même sur Polygon, BNB Chain ou toute autre blockchain qui a un explorateur de blockchain. Donc ici, effectivement, on voit bien le token tracker, Azuki, on est sur le bon contrat. Et là, on va dans la partie contrat. Dans cette partie contrat, on a un bouton Read Contract qui va nous permettre d'interagir directement avec le contrat intelligent qui a été déployé pour déployer la collection des Azuki. On va aller chercher une information qui est très intéressante qui s'appelle le token URI. Et ici, on va mettre le numéro directement du NFT qui nous intéresse. Donc nous, c'est l'item 1668. Donc c'est l'élément qu'on a récupéré ici. De la collection Azuki, c'est un ERC 721, donc bien sur le même mode de fonctionnement que les autres NFT. Ici, on fait query. Donc là, on récupère en fait une adresse IPFS. On va récupérer uniquement la deuxième partie qui va nous intéresser. L'IPFS, c'est un mode de stockage décentralisé, mais c'est un mode qui est hors blockchain. Donc là, les données, déjà, on sait qu'elles ne sont pas stockées sur la blockchain. Du moins, il n'y a que le lien IPFS qui fait le lien entre la blockchain et l'IPFS. Alors maintenant, on va aller sur un site. Ce site, c'est IPFS.io, IPFS et ensuite le nom de l'URL. Alors, le nom de l'URL, c'est l'URL qu'on a récupéré juste ici. C'est un explorateur tout simplement du système de fichiers IPFS. Parce que quand vous allez donner un fichier à l'IPFS, il va le couper en plein de petits morceaux et il va le répliquer sur plein de machines différentes à travers le monde. Et donc, vous avez besoin d'un index pour pouvoir retrouver ces fichiers-là. Maintenant, on va récupérer cette deuxième partie-là. Là, on a les attributs directement du NFT. Donc, on voit que c'est l'Azuki 1668 et les différents traits au niveau des cheveux, au niveau du visage, au niveau du cou, au niveau des habits, des yeux, de la bouche et autres. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout savoir où est stockée l'image. Parce que globalement, un NFT de type PFP, donc photo de profil, le plus important, c'est d'avoir le stockage en fait, de l'image. Parce que si ce stockage est supprimé, le lien IPFS renverra sur plus rien. Donc là, on va mettre les différentes informations. Et donc, on voit bien qu'on retrouve notre image qui était l'image qui était présente ici. On voit bien c'est exactement la même. Donc là, on est bien dans la catégorie PFP. Et ici, on a bien notre image qui est stockée directement sur NTFS. Si l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies vous intéresse, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Maintenant, on va voir s'il existe d'autres modes de stockage de NFT. On a par exemple une collection qui s'appelle Autoglyph, qui n'est pas une collection qui est récente, elle est même assez ancienne, et eux, ils ont un stockage qui est assez particulier. Donc ici, vous avez une espèce d'image de la collection, c'est un NFT Autoglyph, ça s'appelle comme ça. Ici, vous avez le propriétaire et vous avez l'adresse de contrat. On voit que nous, le token ID, c'est 54. Pareil, on est toujours sur un ERC 721. On va aller regarder l'adresse de contrat. Donc on va cliquer dessus. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même manipulation. On va aller dans Contrat, Read Contract, et on va aller chercher toujours le token URI.
Donc ici, et cette fois-ci, on va mettre 54 parce que c'est le NFT numéro 54 de la collection Autoglyph qu'on va pouvoir récupérer. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'en fait, les données sont stockées directement sur la blockchain. Pour certains NFT qui font un poids qui est très léger, comme les ordinals, ce ne sont pas des NFT à proprement parler, ce sont des inscriptions directement sur la blockchain. Et c'est pour ça que les autoglyphes, certaines personnes ne les considèrent pas réellement comme un NFT, mais ils utilisent la norme ERC721 qui est un NFT. Donc voilà, c'est quelques nuances à comprendre, mais je pense que c'est important de voir où sont stockées différentes données pour savoir l'impact que ça peut avoir. Donc là, on voit bien qu'on a nos données et on a notre NFT qui est directement inscrit dans la blockchain. Maintenant, on peut prendre par exemple une autre méthode de fonctionnement qui est pour la collection Unchained Monkey. Donc Unchained Monkey, c'est une image avec des traits qui sont plutôt assez simples. On a toujours ici notre token ID et notre contract adresse. Donc on va récupérer le token ID et on va aller directement sur l'adresse du contrat. Donc on va voir qu'en fait c'est toujours un petit peu différent, différents modes de stockage pour différents NFT. Là, on va aller dans la partie contrat. Ici, bien sûr, vous avez toutes les transactions. Si vous voulez voir qui c'est qui achète, qui c'est qui les vend, les différents prix, vous retrouvez tout dans l'explorateur de blockchain d'Etherscan. Donc ici, on va dans le contrat, read contract. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est directement le token URI. On va coller l'information. Et là, on voit qu'en fait, on a des données sous forme de base 64. Le base 64, c'est un encodage qui est utilisé à la base pour envoyer des emails. Parce que c'est le mode de fonctionnement qui permet un peu de compresser certaines données et surtout d'éviter un peu tout ce qui est ponctuation qui pourrait poser problème. Donc là, on va récupérer ces données-là. Ici, on récupère uniquement la partie après base 64. On va aller dans un site qui s'appelle base64 to JSON et on va coller ces données-là. En fait, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va prendre les données qui sont encodées et il va les décoder vers un autre format qui s'appelle le JSON. Le JSON, c'est une structure de données qui permet de récupérer différentes informations. Donc là, on voit bien qu'on est sur le Unchained Monkey 9107. Donc c'est bien celui qu'on avait identifié directement sur la blockchain. Ensuite, on voit bien qu'il y a un fond. On voit bien que sa valeur au niveau du fond, c'est 3, donc c'est une certaine couleur. Et ici, on voit que le stockage des données, il est ici. C'est pareil, c'est du base 64 parce qu'on est capable de stocker une image en base 64. Pas une grosse image parce que ça prendra une taille qui est juste démesurée, mais une petite image. Donc là, on récupère en fait tout ce qu'il y a après la virgule et on va aller récupérer ce qu'il y a avant les doubles guillemets. On copie la donnée et cette fois-ci, on va aller sur un site qui va convertir en fait les données de base 64 vers une image en SVG. Les images en SVG, ce sont des images qui sont vectorielles, qui peuvent être agrandies, on va dire, de manière extrêmement importante. Et là, on retrouve directement le NFT dont on avait parlé tout à l'heure, avec une résolution qui est plus faible, mais on pourrait par exemple le récupérer. Et donc, on voit que finalement, le stockage de cette collection-là, elle est fait encore d'une autre manière. Il y a plein de manières différentes en fait pour stocker ces données, que ce soit on-chain ou off-chain. Maintenant, si on va sur OpenSea et qu'on regarde par exemple d'autres collections, parce que vous prenez des collections qui font peu de volume, on va voir quelque chose qui est assez impactant. C'est qu'ici, si on regarde la collection qui s'appelle 4 tonnes, qui a été fournie par 4 tonnes officielle, on voit que ça vaut à peu près 50 $. Ce n'est pas forcément la question. Mais quand on va regarder dans les détails, ici, on a quelque chose qui est très important. Metadata, centralize. Et ici, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent que les données liées à ce NFT, elles sont stockées sur un serveur. Alors, peut-être qu'elles ne sont pas éditables par son créateur, mais demain, si le serveur arrête de fonctionner, le NFT n'existe plus. Il est totalement supprimé. Et c'est là où il faut vraiment arriver à comprendre toutes les nuances entre les différents modes de stockage. Alors, le stockage directement sur la blockchain, effectivement, ça a avantage de rester sur le long terme. Ce n'est pas modifiable, mais ça a un coût qui est extrême et on ne peut pas stocker des grosses quantités sur la blockchain. Ce n'est pas fait pour stocker des grosses quantités, la blockchain. Il y a des blockchains spécialisées qui commencent à arriver sur cette thématique-là, mais en tout cas, Ethereum n'a pas été conçu sur cette thématique-là et dans cette philosophie-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a vu beaucoup de collections de NFT qui faisaient en général 10 000 pièces se mettre sur l'IPFS, qui est aujourd'hui un très bon compromis pour du stockage décentralisé avec un certain niveau de sécurité. Maintenant, si vous voulez en apprendre plus sur les NFT, j'ai écrit un livre complet sur l'investissement dans le secteur des NFT et donc je vous mettrai le lien directement dans la description. Il est disponible sur Amazon et donc je vous invite à vous le fournir si c'est un domaine qui vous passionne. Maintenant, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos tuto comme ça
pour vous expliquer où on est capable de retrouver les données de certaines plateformes directement sur la blockchain Ethereum ou sur d'autres blockchains qui peuvent vous intéresser par exemple. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!